Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de cette deuxième saison de Uppy sur Watch TV. Uppy, c'est le magazine des startups et de la nouvelle économie. On enregistre un 2 octobre. On est deux sur ce plateau en train de présenter ça. On a et c'est le deux deuxième invités. Épisode de Est-ce la une coïncidence? saison. Je ne crois pas, comme on dit sur notre Incroyable. émission. C'est incroyable. On aura également, entre autres, Ilan, évidemment, qui ne compte plus parmi les invités, mais les chroniqueurs extrêmement réguliers. Il fait partie des meubles. Il fait partie des meubles. Ça va bien, Jennifer? Bah, super. Bon, alors on est parti pour une émission où on a plein de choses à raconter, en fait, parce qu'on était aussi allé faire un tour au Mondial de l'Auto. Ouais. Au moment où on enregistrait cette émission. Pour moi qui n'ai pas le permis, c'est assez original. Ouais. Ouais. C'était sympa, en tout cas. Hyper sympa. Les invités d'aujourd'hui. Alors, on va commencer avec Benjamin Lehmann, qui est le président de Lehmann Aviation. Alors, Lehmann Aviation, c'est quoi? C'est pas une compagnie. Hein. Comment? C'est pas une compagnie aérienne non plus. Non. Lehmann Aviation conçoit et commercialise des drones civils à destination des professionnels. Et Benjamin, vous avez lancé une levée de fonds de 500 000 € avec Smart Angels. Exactement. Bonjour, bonsoir Jennifer, bonsoir Bertrand. Bonsoir. Et là, en l'occurrence, vous êtes du côté de Dubaï, là. Vous nous parlez de Dubaï. Tout à fait. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis au Moyen-Orient pour développer nos marchés sur tout le Moyen-Orient et sur l'Inde. C'est votre marché de prédilection, en fait, ce marché-là, plutôt asiatique, donc carrément. Non, on exporte dans le monde entier. On exporte 98% de nos produits hors de France et 80% hors d'Europe. Donc on a des clients partout dans le monde. Mais le Moyen-Orient est un de nos gros marchés. Donc on est là pour développer ce marché. Bon, quand on pense aux drones, on pense évidemment notamment aux petits drones avec les petits appareils photo qui permettent d'aller visiter le jardin de son voisin, de passer au-dessus d'un joli monument, de faire des images qui sont superbes très souvent. Mais il y a aussi des utilisations professionnelles et c'est celle-là que vous développez plus avec des drones qui sont d'un niveau technologique qui est un petit peu supérieur. On en parlera un peu tout à l'heure. Autre invité. On aura Virgile Delport, qui est le cofondateur de Testamento. Alors, c'est très joyeux comme concept. Ceci dit, tout finit par la mort, donc l'émission terminera aussi comme ça. Ça permet d'enregistrer son testament en ligne. Bonsoir Virgile. Bonsoir Virgile. Bonsoir à tous les deux. Et alors, c'est une On va essayer de rendre France. ça plus sympa. Ouais, parce que le sujet, je vois que... C'est bien, vous n'avez pas une tête de croque-mort, c'est déjà bon signe. C'est vrai. Merci. C'est une première en France, Virgile. Ça existe déjà aux États-Unis, mais en France, ça n'existait pas jusqu'à présent. Exactement, ça n'existait pas, donc il fallait l'inventer. Oui, puis c'est la loi qui change aussi, parce que on a les fameux métiers un peu protégés, avec des métiers qui d'ailleurs font parler d'eux en ce moment. Les notaires en font partie, on pensait que c'était réservé aux notaires, ça non, pas finalement, on peut passer un petit peu à côté. En fait, il se trouve que le testament holographe, qui est celui qu'on écrit à la main, tout le monde a le droit de l'écrire, en fait. Tout le monde a le droit de le faire. Sauf que quand on essaye de le faire, en général, on ne sait pas s'y prendre sur la rédaction et donc si on fait un document seul, très souvent, on fait des erreurs de formulation qui rendent le document sans aucune validité juridique. Donc on peut le conserver soi-même ou le transmettre à un notaire, c'est marqué derrière vous sur le kakimono que vous avez eu l'intelligence de placer pour qu'on voit bien votre logo. On retrouvera tout à l'heure Virgile. Et puis quand même Ilan, tout seigneur, tout honneur depuis New York. Salut Ilan. Salut Ilan. Salut Bertrand, salut Jennifer. Ça va ou je te sens un petit peu... C'est vrai que t'as l'air un petit peu... un petit peu abattu. Détendu. C'est le début de la journée. Hein, oui, c'est vrai qu'il est midi. Et la fin midi. de la semaine. Au moment où on enregistre, il est midi à New York, absolument. Et il est 20h du côté de Dubaï. Ça vous donne à peu près la palette... On est partout. Horaire, on est absolument partout, c'est incroyable. Bon, Ilan, il y a une grosse semaine, il s'est passé pas mal de choses. On démarre avec pas mal de sujets différents. On commence par quoi, Jen ? On va commencer par PayPal, parce qu'on l'a appris cette semaine, eBay va lui donner son indépendance, Ilan. Et oui, et c'était attendu, en fait, on en avait parlé pas mal les derniers mois. Il y avait en fait le milliardaire Ican qui avait demandé à eBay justement de faire cette séparation entre les deux boîtes. On sait que eBay a racheté PayPal pour 1 milliard et quelques il y a pas mal d'années maintenant, et c'est connu comme la plus belle et la plus intelligente acquisition de tous les temps, quoi, dans le monde de l'internet. Et donc aujourd'hui, PayPal, c'est vraiment ce qui tire la croissance d'eBay, et je pense que c'est assez intelligent ce qu'ils ont fait. Moi, je pense qu'il y a quelque chose derrière, un rachat de l'une des deux entités qui est en train certainement d'être discuté, si ce n'est des deux.
c'est probablement la raison pour laquelle ils ont découpé la boîte en deux. Bon, on voit bien que PayPal est quand même très très armé pour le futur. eBay est très très challengé sur son secteur quand même. Donc il y a une des deux boîtes qui est quand même plus dans la difficulté que l'autre. Alors pour moi, PayPal est aussi challengé sur son futur. Oui, c'est vrai aussi, c'est vrai. Peut-être un peu moins qu'eBay. Mais bon, alors Apple Pay, c'est encore un peu tôt pour dire si ça va tuer PayPal. Mais ce qu'on sait, c'est qu'Apple a décidé volontairement de sortir PayPal justement du système d'Apple Pay parce que PayPal travaille avec Samsung. Et pour moi, ça, c'est pas une super nouvelle pour eux. Clairement, je pense que l'avenir, sachant que PayPal a beaucoup misé sur le paiement mobile, n'est pas forcément hyper rose pour eux. On verra comment ça va évoluer. Et eBay, clairement aussi, et alors là, pour le coup, beaucoup plus challengé parce qu'eBay se cherche quoi, depuis un moment. Tu utilises PayPal un petit peu, non ? Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. C'est vrai que c'est rassurant quand même sur un site de e-commerce. Moi, j'aime bien quand même utiliser systématiquement PayPal, donner son numéro de carte bleue ou de carte bancaire. C'est pas ce qu'on aime faire régulièrement. Et on n'a toujours pas d'autres solutions finalement que celle de PayPal. Enfin, il y en a d'autres qui arrivent, mais c'est quand même celle qui marche le mieux. Ah, Hello. E2Hello. Alors ça, c'est le truc, c'est incroyable. Tu es sur attends ça depuis... Mais oui, parce que est-ce que tu es sur Hello ? Moi, je n'y suis pas personnellement. C'est quand même un buzz absolument incroyable. Alors j'imagine qu'aux États-Unis, ça a démarré avant. En France, ça fait à peu près une semaine que tout le monde c'est le truc un peu hype du moment en France. Hello sur Facebook, c'est quand même le monde à l'envers, puisqu'Hello se présente comme le réseau social qui va flinguer Facebook potentiellement. Et tout le monde vient raconter sur Facebook qu'il faut absolument aller sur Hello et que c'est vachement bien. D'ailleurs, c'est vachement bien graphiquement, il suffit de le regarder. Ça, c'est la homepage, ça donne à peu près une idée. Ils ont voulu faire un truc un peu branchouille, un petit peu underground, un petit peu web du début, histoire de la jouer. On n'est pas comme les autres, on n'est pas des vendus, on va pas vendre vos données, on va pas mettre de publicité, on va rien faire. Tu y crois ou pas à ça, toi ? Non. Oui. Voilà. Non, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui y croit. Tout le monde en parle parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec Facebook, Twitter, tout est amplifié. Mais je crois potentiellement qu'il y a de la place pour une alternative à Facebook. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà essayé. Il y a Pass qui va nulle part, clairement, et pourtant qui est aussi sans pub et qui est pour le coup super joli et mobile, etc. Et voilà, Pass, c'est pas non plus un succès. Alors peut-être qu'il y en a un qui va marcher, on sait pour quelle raison. Je crois pas que ce sera Hello, concrètement. C'est moche, Hello. Enfin, c'est un style un peu hipster, noir et blanc, un peu branché comme tu dis, mais honnêtement, j'ai aucune envie d'utiliser ce produit. Non, mais ils ont levé de l'argent de toute façon. Tiens, regardez, ça c'est une recherche Hello sur Google en français. Voilà ce que ça donne. Le réseau social, l'anti-Facebook a-t-il une chance de percer ? Et puis la publicité, c'est le diable, ça c'est ce que dit le créateur d'Hello. L'anti-Facebook, nouveau réseau social selon le monde. Pourquoi vous n'entendrez bientôt plus parler de ce réseau social ? Ça, c'est ce qui arrive depuis 2-3 jours comme discours et qu'on faut remonter sur Google. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'anti-Facebook qui monte, on en a d'autres aussi qui sont assez critiques vis-à-vis de ça. Donc ce que tu penses, finalement tu n'es pas le seul à le penser, c'est juste un petit buzz potentiellement. Ceci dit, et on peut partir d'un buzz comme ça et puis faire quelque chose, mais il y a une vraie demande pour remplacer Facebook de la part de plein de gens. Bah ouais. Mais écoute, je sais pas. Je sais pas s'il y a une vraie demande. Je sais pas. En tout cas, la plupart d'entre nous ici, on est quand même des grands utilisateurs de Facebook, même si on critique Facebook. Est-ce que demain on quitterait complètement Facebook pour utiliser un autre réseau social ? Je pense que si tu n'aimes pas Facebook ou si tu quittes Facebook, c'est pas pour aller sur un autre réseau social. C'est un peu ce que j'ai écrit sur Facebook hier, c'est-à-dire qu'on a besoin de Facebook pour venir dire du mal de Facebook, parce qu'au moins on est sûr que ce sera lu. Parce qu'ailleurs, personne n'entend parler de nos critiques en fait. Mais en même temps, toi Bertrand qui est hyper hipster... Ah oui. J'imagine que ça t'attire. Non, moi j'ai envie qu'il y ait un Facebook qui n'utilise pas nos données, qu'il y ait un Facebook qui soit moins orienté sur la publicité. En même temps, il faut bien qu'il vive. Et puis, on sait très bien, c'est la fameuse formule, quand le modèle est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Et sur Facebook, c'est clair et net qu'on a tous compris que le produit, c'était nous depuis un petit moment et que c'est nos data. Donc, Hello arrivant avec une levée de 400 000, je crois, $, quelque chose comme ça, disant qu'ils vont pas vendre de publicité et pas vendre les données, ils vont vivre de quoi ? Vendre des pains au chocolat sur la place de New York. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Donc ça marche pas. Il faut bien que le modèle se mette en place, non ? Oui, non, mais bon, après, ce qu'ils espèrent, c'est comme tout le monde ici, c'est arriver à des millions d'utilisateurs rapidement, et puis ensuite, on on s'en fout. Voilà, aux États-Unis, après acheter très très cher une boîte qui n'a pas de modèle, si elle a beaucoup d'utilisateurs éventuellement. Tiens, un petit mot d'ailleurs de Benjamin et de Virgile. Est-ce que vous utilisez Facebook comme des fous ? Est-ce que vous avez envie de quitter Facebook, vous aussi ? Est-ce que vous aviez entendu parler d'Hello l'un et l'autre ? Benjamin, peut-être ?
Écoutez, nous on utilise, moi je l'utilise pas à titre personnel, mais je l'utilise au titre de l'Eman Aviation, donc ça on l'utilise beaucoup et c'est très pratique. Hello je connaissais pas, mais je suis pas forcément le plus branché ici. Je connais Yo, je sais pas si vous avez entendu parler de cette nouvelle application. Ilan nous en a parlé, on n'a toujours pas compris à quoi ça servait, mais c'est pas grave. Voilà, mais sinon Facebook, je trouve que c'est très bien, c'est bien fait, puis ça permet de faire vivre un petit peu nos produits auprès des utilisateurs de Facebook. Donc pour nous, ça a beaucoup d'intérêt. Virgile. Moi, j'ai commencé par découvrir Facebook justement d'abord par un angle business. Pardon, c'était une blague. Il a beaucoup d'humour. Bon, oui, j'ai entendu parler de Facebook hier. Je sais pas si c'est ça que Hello, ça fait quelques jours effectivement. Non, moi je suis pas utilisateur d'Hello. J'ai utilisé donc Facebook depuis pas mal d'années, mais d'abord en veille business, parce que les utilisateurs sont super nombreux et qu'il fallait absolument découvrir. À titre personnel, je suis très très réservé sur les posts que je fais, je fais très attention aux données personnelles, mais l'utilisation de la communauté. Là, pour le coup, on a rassemblé un début de communauté sur Testamento. C'est évidemment intéressant et créer une communauté, ça a toujours de la valeur. Donc, c'est clairement un outil utile pour ça. Communauté de vivants, il faut le préciser, évidemment. Oui, parce qu'on a du mal à suivre les suivants, mais... Justement, Ilan, en parlant de réseau social, il y a aussi French Founders. Alors, c'est quoi? C'est un réseau social pour les Frenchies, en gros? Expats? Pour les expats, ouais. Ouais, en fait, je voulais en parler rapidement parce que ma première expérience dans l'internet aux États-Unis en 2005, c'était avec une boîte qui s'appelait French Network, et c'était au tout début de Facebook, et on avait créé un espèce de réseau social pour les Français expats, et ça avait marché. Et puis bon, après on a laissé tomber parce que c'était pas suffisamment gros. Et French Founders, en fait, eux sont focalisés plutôt sur les cadres sup. Un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, ils démarrent vraiment surtout aux États-Unis, et sur les fondateurs, les entrepreneurs, les investisseurs, etc. Et voilà, j'ai rencontré le fondateur de French Founder il y a pas longtemps à New York, et je trouve que c'est très sympa, c'est très bien fait. Ils font des événements offline évidemment aussi assez régulièrement. Ils mettent en relation les startups qui démarrent avec les membres de French Founder qui font partie des grands groupes avec qui il peut avoir des deals commerciaux. Et en fait, j'ai eu pas mal de bons feedbacks sur des relations qui ont démarré là-dessus. Voilà. Oui, il y a un très très beau réseau. C'est assez quali, les gens qui font partie de Il y a combien de membres, Ilan, à peu près? Je sais pas exactement, je dirais quelques centaines. Qui sont répartis essentiellement aux États-Unis, puisque French Founders est basé sur New York. Principalement aux États-Unis, parce qu'ils font des événements de networking ici et en Californie. Je crois qu'ils démarrent aussi à Miami, là où il y a le plus de Français, quoi. Et puis House avec 2 Z cette fois-ci. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une start-up avec 2 O, 2 E, 2 I. Mais alors 2 Z là carrément, ça c'est. On tape dans le dur, ça veut dire qu'il y a vraiment plus beaucoup de monde disponible sur Internet. House avec 2 Z, c'est un peu le Pinterest de la déco intérieure. On voit bien Pinterest photo, évidemment, déco intérieure. Ça c'est le gros truc en ce moment. La déco intérieure, ça prend de l'ampleur vraiment. Ouais, sauf que eux, ils ont trouvé la recette miracle. Je sais pas ce que c'est. Il se trouve que moi j'ai commencé en fait House avait ses bureaux trottoir d'en face de Jive à Palo Alto, et c'est comme ça que j'ai découvert cette boîte. Ensuite j'ai rencontré par hasard leur premier investisseur, qui aujourd'hui est un homme très heureux, et en fait j'ai jamais compris vraiment ce qu'il faisait, parce que j'ai jamais utilisé Pinterest, ça m'intéresse pas plus que ça. Et là il se trouve que je fais des travaux, et je suis tombé sur House, et j'ai compris vraiment la puissance de cet outil. Et en fait, la grosse différence avec Pinterest, c'est que eux ont réussi à rendre cet outil monétisable très très vite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu cherches des idées pour refaire ta salle de bain, ta cuisine, ton parquet, House c'est génial pour ça. Et en fait, non seulement ils te montrent les produits qui vont t'intéresser, certains d'entre eux tu vas pouvoir les acheter. Donc maintenant ils viennent de lancer en fait leur shop, où tu peux tout acheter depuis leur site, mais aussi te mettre en relation avec des décorateurs d'intérieur, des chefs de chantier pour ton appartement ou ton bureau, et des architectes. Et c'est là-dessus qu'ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et donc ils viennent d'annoncer une levée de fonds de 160 millions. Enfin, c'est des chiffres gigantesques, mais
Et ce qui prouve qu'il cartonne. Il y a la même chose en France qui s'appelle Domozoom, en fait, et qui commence à vraiment, vraiment bien marcher. Et en fait, ça s'inscrit dans une nouvelle dimension qui est celle du média commerce. En fait, les médias commerce, c'est parti de Pinterest. En fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait à la fois être un média qui présente des choses un petit peu sympas, alors pour le coup, un média photo, et générer du business directement, que les gens avaient envie de cliquer et d'acheter directement derrière. Et le média commerce est en train de devenir une forme de possibilité de survie pour les médias traditionnels, et notamment les magazines en ligne, parce que si on est à un clic des produits dont on parle, notamment dans la presse féminine, dans la presse déco, évidemment ça fait des ressources pour ces médias-là. Il y a pas mal de gens qui sont en train de travailler là-dessus. Pas encore les grands groupes qui ont du mal toujours à suivre, mais il y a de plus en plus de groupes, Reward Media notamment, qui sont vraiment dans le média commerce, quoi. Et je ne sais pas si aux États-Unis ça a pris de l'ampleur déjà. Bah écoute, je pense que oui, c'est né ici avec les Pinterest et maintenant les House et d'autres sites comme ceux-là un peu verticaux. Mais écoute, je savais même pas que ça s'appelait Media Commerce, mais c'est hyper intéressant parce que le point d'entrée dans le e-commerce est très visuel et aussi hyper qualitatif, et du coup ça donne envie d'acheter. Clairement, c'est juste une expérience complètement différente, et puis accessible depuis son mobile, et puis tout le reste. Donc ouais, aux États-Unis c'est en train vraiment de devenir très gros, mais je crois que House aujourd'hui est juste beaucoup plus gros que Pinterest. C'est juste qu'on en parle moins. Quand même incroyable. On parlait de la photo comme étant un astre mort il y a 5 ans, avant le retour en grâce via Instagram et Pinterest. Et aujourd'hui, tous les sites se développent à partir de photos, tout simplement. Et font un carton à partir de ça. C'est quand même assez dingue. Benjamin Lehmann, on le disait tout à l'heure, vous êtes le président donc de Lehmann Aviation, qui conçoit et commercialise des drones civils à destination des professionnels. Vous vous adressez concrètement à quel secteur, Benjamin ? Alors, aujourd'hui, on a quelques marchés identifiés. Les gros de nos marchés, c'est la construction, donc c'est la reconstitution de terrain, de modèles 3D de terrain, en fait, à travers des drones. Donc, c'est des choses qui se faisaient jusque-là à pied avec des géomètres qui passaient des journées pour faire des mesures au sol. Et aujourd'hui, ça se fait en quelques minutes grâce aux technologies qu'on développe sur les drones. Donc, ça, c'est les gros du marché. Il y a le marché de l'agriculture pour tout ce qui est agriculture de précision. Et puis ensuite, il y a des marchés un peu plus éparses de type surveillance, qui sont des marchés plus en devenir. C'est vraiment le début de ces marchés-là, de la surveillance. Il y a bien sûr tous les marchés de la com, de la photo, de la vidéo, des chaînes télé, et puis tout ce qui est police et militaire. Nous, on s'intéresse plus au marché civil, et les gros des marchés aujourd'hui, c'est tout ce qui est construction et agriculture de précision. On va peut-être jeter un coup d'œil. Il y a une vidéo, il y en a même plusieurs qui sont extrêmement bien faites, donc ça va nous donner envie. On va s'envoler avec un des drones de Lehmann Aviation. Avec le micro, c'est mieux, c'est joli quand même. Ils sont beaux. Ça ressemble pas du tout. Là, ce sont des ailes. Ça ressemble pas du tout aux petits drones, l'espèce de petite libellule là, très légère en plastique qu'on voit fleurir et qui s'achète à partir de 100 € maintenant ou 150 €, même avec la caméra directement intégrée. Là, on a vu qu'on pouvait mettre une GoPro dessus. C'est complémentaire, donc les quadrilles, les hexacoptères, tous ces appareils qui font du vol vertical, c'est plus adapté à des prises de vue en ville ou en zone urbaine où il y a des gens. Nous, on fait des appareils qui sont plus destinés aux zones rurales ou aux zones suburbaines et qui permettent surtout d'aller loin. Donc avec nos appareils qui pèsent moins d'1 kilo, pour la plupart, on peut les envoyer très simplement en l'air. Ils sont tout automatiques et surtout ils permettent d'aller voir ce qui se passe à 15 km ou à 20 km même. Donc ça, c'est un peu la révolution des drones, c'est-à-dire que ce qui était inaccessible il y a encore 10 ans et qui nécessitait des gros moyens est aujourd'hui accessible à travers des outils qui font 1 kg et qui permettent d'aller voir ce qui se passe, que ce soit chez le voisin ou dans une usine pour faire de la surveillance ou faire des relevés de terrain comme ça sur plusieurs kilomètres en un seul vol, mais surtout
la chose importante dans le domaine des drones et qui est la plus importante finalement, c'est que c'est tout automatique. Donc il n'y a pas du tout besoin d'être pilote. Il y a besoin d'un tout petit peu d'expertise parce qu'il y a tout de même des conditions d'utilisation qu'il faut un petit peu connaître. Mais n'importe qui, un enfant de 7 ans pourrait utiliser nos drones et envoyer un drone à 10 km et aller voir ce qui se passe et avoir des images et de la vidéo très simplement. Et ça coûte... Vas-y. Et ça coûte combien, Benjamin, ces drones ? Alors nous, on a une stratégie qui est assez unique dans le domaine des drones, puisqu'on a une gamme d'appareils qui coûtent entre 1000 et 10 000 dollars. Et d'ailleurs, on a des prix en euros et en dollars qui sont identiques. Donc on a une gamme d'appareils qui sont relativement peu chers et qui sont couplés à une stratégie Internet. Donc c'est pour ça que des réseaux sociaux comme Facebook et comme Twitter sont très utiles dans notre développement, puisque en fait, on a une boutique en ligne et que les gens viennent sur nos sites ou sur Facebook et peuvent commander directement nos produits en ligne. Ça se pilote comment en fait, à partir d'un téléphone, d'une tablette? Comment on arrive à garder le contact? Alors, ça se pilote pas, c'est-à-dire qu'on dessine sur une tablette les waypoints sur une carte Google ou Bing. On dessine des waypoints très simplement, c'est complètement tactile. Et une fois qu'on a dessiné la trajectoire qu'on veut, on envoie ça par Wi-Fi au drone et ensuite il n'y a plus qu'à envoyer le drone et le drone va suivre la trajectoire qu'on lui a assignée. Parce qu'en fait, donc la technologie aujourd'hui que vous utilisez, tout simplement, c'est qu'il sait exactement, il est géolocalisé absolument en permanence et il est capable, lui, de faire des évaluations de la taille d'un terrain, notamment dans l'agriculture, et de repérer, j'imagine. Il y a d'autres capteurs qui sont utilisés dessus ou pas? Le vol est essentiellement fait grâce au GPS. Bientôt à Galileo, si on arrive à faire en sorte que ça soit opérationnel, mais on est paré, nous, et avec ces outils-là, on est précis à 2-3 mètres près. Donc ça permet effectivement là, vous voyez une vidéo où on est passé à 2-3 mètres du sol, donc il ne faut pas se tromper en termes de hauteur de survol. Là, on passe un col à 2500 mètres d'altitude, donc c'est des choses où il faut être assez précis et le GPS nous donne la précision suffisante pour ce genre de choses. Et tout ça, on le détermine à l'avance, simplement par des points qu'on met sur une carte. Alors, on le détermine à l'avance et puis ensuite, notre logiciel qui s'appelle Operation Center et qui est en fait le logiciel à travers lequel on contrôle tous les appareils, a un certain nombre d'automatismes qui permettent effectivement de définir à la fois la trajectoire horizontale, ce qui est relativement simple, et la trajectoire verticale, ce qui est un peu plus compliqué quand on est en zone montagneuse, mais le logiciel va permettre automatiquement d'éviter au moins les zones montagneuses ou les terrains quand ils montent. Ça permet pas encore de détecter les obstacles de type antenne ou grands immeubles, mais ça permet d'éviter déjà que le drone s'abîme sur une montagne. Benjamin le disait tout à l'heure, vous avez lancé une levée de fonds de 500 000 € avec Smart Angels. Participatif donc, ouais. Oui, exactement. Et c'est la première fois justement qu'un entrepreneur dans le secteur des drones fait appel à ce genre de financement. Écoutez, on a fait appel à ce financement, d'abord parce que c'est relativement moderne et c'est vrai que ça rentre aussi dans notre philosophie. Et puis, je dirais qu'en France, il y a tout de même un problème de financement des entreprises sur des nouveaux marchés comme ceux des drones, parce que même si la presse et les journalistes parlent beaucoup du marché des drones, tous les jours il y a des articles sur les drones, ça reste encore des marchés, le tout début de ces marchés-là, avec des contraintes importantes, puisque c'est tout de même des aéronefs, donc des choses qui volent, qui sont régies par des réglementations assez strictes. Et donc ça fait un petit peu peur aux investisseurs habituels. Et c'est vrai que le crowdfunding, ça permet de faire appel à des personnes qui vont aller sur des projets auxquels les investisseurs professionnels qui ont des critères très précis n'irait pas forcément. Et on s'est rendu compte d'ailleurs en cherchant des financements même ailleurs qu'en fait un projet comme le nôtre serait beaucoup mieux et beaucoup plus simplement financé aux États-Unis, en Californie, et que c'est vrai. Et moi à titre personnel, c'est vrai que j'ai appris que effectivement pour les produits technologiques, le seul endroit où on peut vraiment développer des produits et des services un petit peu à risque et sur des nouveaux marchés, c'est les États-Unis. Est-ce que vous rêvez d'avoir un drone, Virgile et Ilan? Ou peut-être que Ilan en a déjà un, parce qu'Ilan, il a tout ce qui bouge, qui est connecté. Virgile. Moi, j'aime beaucoup les drones. Enfin, j'ai beaucoup suivi l'aventure de Parrot, qui est la référence en France au niveau du grand public. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir tout le développement qui est en train d'arriver sur ces
sur ce type d'outils. Hein. Enfin, de voir des drones aller faire des repérages comme on vient de voir, aller voir un petit peu plus loin, faire des livraisons, parce que c'est pas complètement délirant d'envisager ça. On voit que c'est un marché qui est en plein essor, donc je suis sûr que ça va forcément bien se passer. Parce qu'on voyait que c'était en plein essor d'un point de vue grand public, on va dire, avec les drones qui permettent de faire des images superbes. Et d'ailleurs, il faut saluer le succès de Dronestagram, qui est la plateforme créée par Eric Dupin, qui connaît un succès absolument mondial, qui devient vraiment l'espèce de Wikipédia aujourd'hui des photos et des vidéos faites à partir de drones. Il y a des choses somptueuses sur Dronestagram qui lèvent de l'argent, qui n'en finit pas de se développer. Superbe idée. Ilan, un drone ou pas encore ? Oui, bien sûr. Question idiote. J'en ai 6. En Californie, c'était super sympa d'avoir un drone. Ouais, pourquoi ? Bah oui, parce que t'as de l'espace, quoi. Ah oui. À New York, je t'avoue que je l'ai pas encore utilisé. C'est un peu plus risqué. Mais non, par rapport à ce qu'on disait sur le lever des fonds, par exemple, sur une idée comme ça ou un business, en tout cas comme ça, en France. Je pense qu'aujourd'hui ça change, ça évolue. Il y a quand même des boîtes comme WeThings ou comme Aldebaran Robotics ou des boîtes Sigfox qui travaillent sur des choses quand même assez futuristes. WeThings étaient les premiers à faire des objets connectés dans le monde, quasiment les premiers. Ils ont levé leur premier fonds en France, d'ailleurs jusqu'à la fin quasiment qu'en France. Donc je serais plutôt, pour le coup sur ce coup-là, je pense que ça marchera même en France. Oui, parce qu'on a des bons. Il y a Sensi aussi avec Raphaël Adjan. Il y a évidemment Parrot. Donc, on a des très très belles marques en France. Il y a un vrai appétit pour ça, vraiment, y compris des investisseurs d'ailleurs. Oui. On va s'envoler 2 secondes encore. Profitons-en. Il y a des images superbes. Allez, hop, 30 secondes pour rêver un peu. I know it's a shame I can't show it, and I see it, I can see it now, but I'm so far. Benjamin, vous, à titre personnel, vous étiez pilote de ligne chez Air France. C'est pas très tendance en ce moment. Je vous entends plus du tout, Benjamin. Mais vous voyez, je suis parti au bon moment. En fait, je suis parti il y a déjà quelques années, mais j'étais obligée de la faire. Mais ça a un impact, un intérêt de connaître soi-même le pilotage pour le métier que vous faites. Vous allez me dire, évidemment, c'est le même secteur, mais quand même, vous êtes en train de fabriquer des petits appareils là qui sont pas du tout dans la même technique de pilotage qu'un avion traditionnel. Alors, ils sont pas dans la même technique de pilotage, mais ils sont tout à fait. Un avion reste un avion, même que ça soit un avion de quelques centimètres ou de dizaines de mètres d'envergure. C'est les mêmes lois de pilotage, c'est les mêmes techniques, c'est un peu la même aérodynamique. Donc les technologies sont très similaires. Et oui, c'est un vrai avantage d'avoir exercé en tant que pilote professionnel à l'époque. Et ça a permis effectivement de développer en grande partie les appareils qu'on a aujourd'hui et surtout de faire une application qui soit très simple pour les gens, justement pour arriver à enlever ce côté pilote et avoir quelque chose qui puisse être utilisé par n'importe qui. Donc oui, c'est une expérience qui a été fondatrice en ce qui me concerne, puisque ça m'a permis de me lancer là-dedans avec toutes les connaissances aéronautiques qui sont tout de même nécessaires et d'un point de vue technique et d'un point de vue réglementaire. Ça vous permet de raser le sol à 3 mètres, ce qui était plus difficile avec un Boeing 747 quand même. Exactement. Vous prenez votre pied d'ailleurs avec les images que vous pouvez faire, des moments précis, c'est des sensations totalement différentes. Là vraiment je parle à celui qui est amateur d'air, quoi. Oui, c'est vrai que c'est complètement différent, mais ça reste de l'aéronautique et même si on n'est pas à bord de l'appareil, c'est des sensations étonnantes. Vous voyez, alors c'est un peu d'ailleurs ce qu'on retrouve avec ce genre de produit, c'est un peu ce qu'on avait à l'époque des appareils photo analogiques avec des pellicules, parce que contrairement au numérique, pour l'instant, on peut pas encore savoir en temps réel quand on est à 12 km ou 15 km, on n'a pas le retour en temps réel des images, et c'est vrai qu'on est un petit peu comme à l'époque
l'époque quand on faisait développer nos pellicules et on a le résultat des images après les vols et ça fait toujours plaisir et c'est toujours des moments sympas de découvrir les images qui ont été prises par le drone. On peut lancer depuis un jet ski, c'est ce qu'on vient de voir, ce qui est quand même assez impressionnant. C'est joli, hein. Voilà, ça c'était lancé depuis un jet ski, donc c'est des essais qu'on fait pour des modèles étanches qui vont être bientôt commercialisés. Et c'est vrai que ça c'est très sympa et puis ça nous ouvre là aussi plein de nouveaux marchés. Vos actionnaires, Benjamin, ils sont pas débutants dans le secteur. Pourquoi vous cherchez de l'argent? Vous avez des actionnaires impressionnants quand même. Il y a l'ancien PDG d'Aérospatiale, il y a un ex-cosmonaute, Philippe Perron, il y a l'ancien responsable d'Intel pour l'Europe, Gilles Granier. Oui, c'est effectivement un beau panel. Et vous voyez que c'est des gens qui sont tous venus de l'industrie aéronautique lourde et qui nous ont accompagnés dans ce projet, donc qui ont cru dès 2005, puisqu'on a lancé le projet en 2005, donc ça fait tout de même quasiment 10 ans, et qui ont cru au développement des drones civils. Donc voilà, mais c'est dans la lignée. Je dirais que c'est vraiment dans l'histoire, c'est dans l'histoire de aéronautique, qui est une histoire courte qui a 100 ans, et c'est une vraie rupture dans l'histoire aéronautique, puisque jusque-là il fallait des systèmes très lourds, des gens très expérimentés et des plateformes aéroportuaires aussi très très lourdes pour voler. Puis maintenant, avec un avion d'1 kilo qu'on sort du coffre de sa voiture, on peut être dans les airs entre guillemets en 3 minutes et voir ce qui se passe d'en haut. Qui est-ce qui fabrique physiquement les ailes ? C'est nous qui fabriquons tout. On a des sous-traitants bien entendu, mais sinon on fabrique tout, on conçoit tout, de l'aérodynamisme jusqu'à l'électronique. Alors notre cœur de métier c'est surtout l'électronique et l'informatique, mais sinon tout est fait chez nous, assemblé chez nous. Bon, vous savez vous ne le savez peut-être pas, Benjamin, mais on a ici un crash test pour tous ceux qui cherchent à lever de l'argent, puisque c'est votre cas chez Smart Angel. Et le crasheur de test, c'est Ilan, qui est business angel et qui n'aura jamais eu l'occasion pour dire si oui ou non il mettrait un peu d'argent, un ticket, dans cette boîte. Ilan, on t'écoute. Bah oui, moi en fait, déjà, on a besoin d'en savoir un peu plus avant voilà, on ne sait pas le chiffre d'affaires, on ne connaît pas la croissance des revenus, etc. Mais moi, le seul truc, c'est que 500 000 €, je crois que c'est le montant que vous cherchez à lever, je trouve que c'est bas. Personnellement, j'aurais essayé de lever beaucoup plus. Maintenant, je sais pas quel est le but, si le but est pour développer des produits, pour recruter ou juste pour avoir un appel d'air, ou si vous n'avez pas encore de revenus. Joli appel d'air, c'est bien, ça va. Donc voilà, c'est mon seul commentaire, c'est que quand on arrive à ce stade de créer des appareils qui existent, on voit les vidéos, donc on voit que ça marche, etc. J'ai l'impression qu'on peut aller quand même un peu plus loin et ça peut vous permettre d'aller plus vite si jamais vous levez plus. Donc c'est juste mon seul commentaire. Oui, d'autant qu'avec cette émission, vous avez 12 millions de personnes qui regardent, donc je pense que vous pouvez monter à 5 millions de levées très très rapidement, quoi. Il faut qu'ils aillent sur Smart Angel, alors. Je crois que si leur serveur arrive à tenir le coup, ça va faire beaucoup d'un seul coup. Tiens, ça s'affiche d'ailleurs en bas. C'est fou, Canal 154 sur Free et 178 sur SFR. C'est là que vous pouvez suivre cette émission et tout le reste de Watch.tv. Évidemment. Qu'est-ce qu'on fait ? On va parler de mondial un petit peu aussi. Bah oui, on y était ce matin. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi j'ai un bracelet bleu absolument atroce, c'est parce que c'était mon passe pour le mondial de l'auto. On l'avait ce matin. Allez, petite virgule, on parle de ça. Donc on est allé se balader en fait parce que pour tout vous dire, l'émission est enregistrée évidemment, elle est multidiffusée sur Watch TV et on est allé à l'ouverture presse professionnelle du mondial de l'auto. D'ailleurs, on a du mal à faire la différence entre ce qui est ouverture presse professionnelle parce que et grand public. Il y avait du monde. Bon, en même temps, je pense qu'il y avait à peu près toutes les caméras de l'Europe qui étaient là, ou du monde entier. Asiatique aussi, surtout. Absolument incroyable. Je veux dire, je pense que Beyoncé a fait moins de caméras dans son passage, qu'on voit un peu les images. Voilà, c'était un peu l'ambiance. Il y avait vraiment, vraiment du monde. Les hôtesses, Bertrand était ravi. Si on va aussi là-bas, c'est pour voir des belles voitures et puis quelques belles hôtesses aussi qui sont toujours
toujours là. D'ailleurs, on remarquera que c'est les hommes qui sont en costard et les hôtesses qui sont toujours en talons. Que ça change pas, quoi. Enfin, toujours dans un truc un petit peu macho quand même, dans ce monde de l'automobile. Et on a profité pour aller voir un peu ce qui se passait du côté de Citroën. Exactement. Citroën a lancé d'ailleurs aujourd'hui Citroën Advisor. Donc évidemment, on pense tout de suite à TripAdvisor. Ah ouais. Et c'est le TripAdvisor des concessionnaires, c'est-à-dire qu'on peut donner son avis. C'est comme TripAdvisor, c'est un système d'étoiles de 1 à 5. Et on a rencontré Julien Montarnal. Et je vous propose de l'écouter. Il va vous expliquer tout ça bien mieux que moi. Donc. Sur le stand Citroën, exactement. Citroën Advisor, ça nous fait forcément penser à TripAdvisor. Alors c'est quoi? C'est la même chose pour les concessionnaires? Clairement, l'inspiration, elle vient de TripAdvisor. L'ambition de Citroën, c'est d'apporter du bien-être à ses clients. Et c'est vrai que le fait d'aller chez un concessionnaire, que ce soit pour acheter une voiture ou pour la faire réparer, ça peut être une source de stress, d'incertitude. Et donc on a regardé ce qui se faisait en dehors de l'automobile, et clairement, TripAdvisor, quand vous réservez un hôtel, quand vous réservez un restaurant, vous allez voir dessus. Ce qu'on a voulu faire pour Citroën Advisor, c'est la même chose. C'est donner une information fiable, transparente à nos clients sur la qualité de service de nos points de vente. Donc, qu'est-ce que c'est Citroën Advisor ? C'est juste le fait que quand vous venez dans nos points de vente, vous avez acheté une voiture, que vous avez fait réparer une voiture, vous pouvez donner votre avis sur la prestation que vous avez reçue, de 0 à 5 étoiles, un commentaire libre, exactement comme TripAdvisor. Là où nous, on va un peu plus loin, c'est qu'on reprend ces notations sur le site de nos concessionnaires, et en plus, on peut certifier à 100% que les clients qui laissent leur avis en ligne, ce sont bien des vrais clients du concessionnaire, c'est des clients qui ont effectivement acheté ou qui ont fait réparer une voiture dans nos points de vente. En proposant ce genre de service, vous vous soumettez peut-être à des avis qui peuvent être potentiellement négatifs. Ça vous fait peur ? Non, c'est la règle du jeu. Je crois que de toute façon, Internet est autour de nous. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, vous tapez la moindre adresse d'un concessionnaire sur Google Maps, vous avez des avis. Donc, la pire chose que nous pourrions faire, c'est de ne pas jouer le jeu, de ne pas accepter le monde dans lequel nous vivons. Le monde change, il faut changer avec eux. La pire des choses qui pourraient nous arriver en tant que constructeur, c'est que les clients heureux, les clients satisfaits, qui représentent l'écrasante majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité de nos clients, la pire des choses, c'est que ces clients-là ne postent pas sur Internet leur avis. Donc c'est aussi un moyen pour nous de nous assurer que nos vrais clients, même ceux qui sont très heureux, et surtout ceux qui sont très heureux, postent aussi leurs commentaires. Quant aux clients mécontents, s'il y en a, Citroën Advisor, c'est aussi un moyen d'identifier très tôt qu'ils sont insatisfaits. Parfois, le concessionnaire ne traite pas l'insatisfaction parce qu'il n'a pas très bien conscience qu'un client est insatisfait. Donc ça nous permet d'identifier qu'il y a un problème avec un client, pour le resatisfaire au plus tôt. Et les expériences qu'on montrent que de fait, il y a des insatisfactions qui sont levées et que les clients avec lesquels il y a eu un problème et qu'on a su régler rapidement, ça devient nos meilleurs ambassadeurs. Qu'est-ce qu'en pensent les concessionnaires ? Ils n'ont pas trop la pression après la mise en place de ce service ? Non, l'amélioration de la qualité, ça fait vraiment plusieurs années que nous mettons en place des process, des standards, des méthodes pour améliorer de façon continue la qualité dans nos points de vente. Nous sommes aujourd'hui à un très très bon niveau. Encore une fois, la pire des choses qui pourrait nous arriver, c'est de ne pas le faire savoir. Donc les concessionnaires, il n'y a pas eu un seul concessionnaire qu'on a eu du mal à convaincre, puisqu'ils voient tous que ce qui compte pour eux, c'est que les clients, leurs vrais clients, puissent effectivement donner leur vrai avis sur ce qui se passe dans leur point de vente. Chez Citroën, on n'a rien à cacher. Il est bon, lui, Julien Montarnal. Il a un peu marketing. Mais en même temps, c'est son job. C'est son job. Donc tout va bien. Les concessionnaires n'ont absolument pas de crainte à avoir. En même temps, on imagine que celui qui ne va pas faire son boulot, qui va se retrouver défoncé sur la plateforme officielle du constructeur, va peut-être sentir le boulet lui passer au-dessus de la tête. Donc c'est assez chaud quand même. Vous saviez que ça pouvait exister, ce genre de truc ? Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays. D'ailleurs, on peut faire une petite demande rapidement à Benjamin. Ça existe par chez vous, là, ce genre de transparence ? En même temps, les constructeurs auto, dans votre coin, il n'y en a pas beaucoup. Bon. À Dubaï, je suis pas sûr. Je m'intéresse essentiellement aux drones, mais sur les concessionnaires auto ici, je pourrais pas vous dire. Bon, alors, du côté de New York, ou des États-Unis, Ilan ? Non, il n'y a pas du tout de transparence au niveau des concessionnaires. C'est un drame aux États-Unis. C'est une horreur. Acheter une voiture, c'est vraiment très compliqué. Virgile, vous avez déjà eu une mauvaise expérience en achat de voiture, vous ? J'en achète pas tous les 3 jours, mais je trouve que la transparence, elle est vraiment la bienvenue ici parce que, moi, je pense qu'il y a une transparence. J'entendais une chronique l'autre fois qui racontait que on allait pouvoir avoir des devis en ligne. C'est tout bête, mais je sais pas si vous avez fait l'expérience d'amener un véhicule en concession pour faire une révision, et puis on vous dit c'est une petite révision, et puis vous ressortez avec une facture de 700 €. Je dis, c'est notre vision du petit, en fait. Donc, je pense que la transparence dans l'ensemble, c'est une bonne chose. Que ce soit l'initiative de la marque, c'est certainement
la meilleure chose qu'ils pouvaient faire parce qu'effectivement, ils ont un meilleur contrôle là-dessus. Non, il fallait oser. On voulait saluer cette initiative quand même de Citroën Advisor, qui est quand même quelque chose qui a fait, ça a fait grincer des dents en interne. Et finalement, ça a été mis en place et c'est plutôt sympa, ça fonctionne. On l'a testé, vous le voyez sur les images. On a continué à se balader en fait un tout petit peu à l'intérieur de tout ça. Patrick Le Charpie, qui est donc qui s'occupe du design chez Renault. Et donc on l'a rencontré pour le concept Eolab, c'est une voiture hybride et il nous parle de la connectivité. Alors la connectivité dans Eolab, elle est au milieu de la voiture et tout le travail a été finalement de réserver une part très importante de l'écran à la connectivité. Tout ça pourquoi ? Pour pouvoir avoir dans la voiture les informations, tout ce que vous avez sur votre smartphone, je dirais naturellement. Donc l'objectif, c'est clairement qu'on rentre dans sa voiture et on laisse tomber son smartphone. On garde son smartphone dans la poche et on a dans la voiture toutes les informations de son smartphone. Mais pour ça, on a travaillé avec un spécialiste du sujet qui est Parrot. Vous avez une interface visuelle prismatique qui en fait vous montre visuellement les conséquences de votre conduite. Bon, si le relief monte, vous verrez que si vous avez le pied un peu trop lourd, l'autonomie de votre voiture, elle baisse. Si vous poussez le chauffage à fond, votre autonomie baisse. Et plutôt que d'être finalement une interface qui vous tape sur les doigts quand vous avez fait une mauvaise manœuvre, on l'a traité comme un jeu. Et en fait, la conduite économique devient un jeu. À votre avis, à quoi va ressembler la voiture connectée de demain ? La voiture connectée de demain, c'est une voiture qui vous laissera plus de temps à vous dans la conduite du quotidien. C'est une voiture qui vous facilitera la vie, tout simplement. L'une des priorités des jeunes, c'est vraiment la connectivité. La connectivité, c'est la deuxième priorité des jeunes quand on regarde les intentions d'achat. Ils sont nés avec, ils attendent simplement que l'automobile leur donne accès à tout ce qu'ils ont sur leur device personnel. On souhaite faire des voitures pour les jeunes, mais pas seulement pour les jeunes, pour tous les usagers finalement que nous sommes des smartphones et leur faciliter la vie au quotidien. Quels réseaux sont utilisés par rapport à l'Eolab Concept ? Le réseau que nous avons sur Eolab Concept, c'est de la 3G. C'est une 3G qui vous permet une grande fluidité d'arrivée d'informations. Toujours pareil, l'idée, c'est d'avoir la même fluidité que celle que vous avez sur vos smartphones. L'idée, c'est de séparer un petit peu l'écran de cette tablette. Si on va vous le montrer d'ailleurs un peu plus précisément avec des images de Citroën, parce que là, c'était plus compliqué de monter dans la voiture, il y avait beaucoup de monde. Et c'est uniquement Android qui gère donc une partie de l'écran. De Renault, pardon, oui, c'est vrai que si je dis Citroën, ça va pas le faire. C'est l'émotion. Et Eolab, qui est une belle bagnole, est vraiment assez jolie. Vous allez voir comment ça se passe à l'intérieur de la voiture elle-même. En fait, je crois que c'est sur les images suivantes. On a cette tablette vraiment qui est à l'intérieur de la voiture et qui sépare entre les informations propres à la voiture elle-même et puis toutes les informations qui sont ni plus ni moins que des applications qu'on peut avoir. En fait, voilà, vous avez ça, vous avez des connexions avec votre téléphone et en fait, vous avez une tablette qui s'oriente dans tous les sens. La tablette au milieu, c'est vraiment le truc qu'on voit le plus. Alors, c'est une voiture hybride, 1 litre au 100. Voilà, évidemment, c'est un mélange, comme son nom l'indique, hybride. Et quand on voit une voiture hybride avec une grosse tablette au milieu, on pense naturellement à celle qui est déjà en vente et qui est un peu la Rolls de tout ça, c'est la Tesla. Je sais pas si tu as déjà monté dans une Tesla, non ? Alors moi, j'ai pas du tout le permis. Je suis inscrite depuis 1 an, donc je suis un cas désespéré. Moi, je suis monté passager en fait, avec une caméra quand même. Il y a quelques mois, 1 an à peu près, dans une Tesla. Regardez à quoi ça ressemble, puisqu'on s'est mis l'eau à la bouche sur ce genre de voiture hybride avec des beaux écrans. Regardez, c'était dans les rues de Paris et en plus pas dans les coins les plus pourris. Tesla, monsieur. C'est des tout garage ou pas, c'est la voiture électrique, c'est ça ? On fait des tests, on est au Espace Cardin. Ah, d'accord. Merci, monsieur. Allez, bonne journée à vous. Elle fait rêver cette voiture. Bon, il y a 1 an, depuis elle est en vente et on commence à en voir circuler dans Paris.
petite merveille. C'est la voiture qui fait rêver aussi du côté de Dubaï et de New York. Vous pouvez peut-être nous dire un petit mot. Je sais qu'aux États-Unis, c'est Elon Musk, qui est le créateur de tout ça, est une star absolue, notamment dans la Silicon Valley, mais pas que. Ilan, une Tesla, t'en as déjà une ou pas? Pas encore? Non. Non, mais à Palo Alto, t'en as énormément. Ouais. Est-ce qu'au pays du pétrole, dans le Golfe, on utilise une Tesla qui est une voiture hybride, ou est-ce que ce serait vraiment un crime de lèse-majesté? Le plein d'essence d'une grosse voiture, ça va être 15 €, donc c'est moins fondamental par ici. Bon, Virgile, pas de Tesla non plus? Non, pas encore. Bon, vous êtes sélectionné quand même pour rester avec nous juste après la virgule. Virgile, on le disait tout à l'heure, donc Testamento, ça permet d'enregistrer son testament en ligne, et vous avez créé votre boîte avec votre frère. Absolument. En fait, il se trouve que à l'origine du projet, moi j'étais depuis la France et j'avais, c'est une histoire personnelle en fait. J'ai essayé de faire un testament seul la veille d'un départ pour un trek en Amazonie avec ma femme. Vous aviez confiance, c'est bien. J'avais très confiance. Non, donc c'était un petit peu touchy, donc on s'est dit voilà, on a des enfants, on fait un peu attention, et on fait un testament. Et au retour, j'ai montré le document à un notaire. Il m'a dit c'est une super idée de faire un testament. Par contre, celui que tu as fait n'a aucune valeur. Et ça a été un déclic. Et donc je me suis dit tiens, on va regarder un petit peu plus le marché. Est-ce que les gens font des testaments? Est-ce qu'ils en font en France? Est-ce qu'ils en font dans d'autres pays? Et donc j'ai parlé du projet à mon frère en lui disant voilà mon cahier des charges, voilà si on faisait un site pour faire des testaments en ligne, voilà en gros à quoi ça ressemblerait. Qu'est-ce que tu en penses? Et là il m'a dit donc lui je précise qu'il habite en Californie depuis 15 ans. Donc il m'a dit bah écoute ça a l'air sympa ton histoire, par contre dis-moi qui sont les concurrents en France, histoire que j'aille voir un petit peu qui fait quoi. Et là je lui dis mais attends il y a personne en France, il y a personne a priori en Europe, dans la plupart des pays d'Europe que j'ai pu regarder, je vois rien. Donc il m'a dit mais attends c'est intéressant parce que à 5 minutes de chez moi il y a une boîte qui s'appelle LegalZoom qui est valorisée $1 milliard qui fait ça entre autres. Moi ça m'intéresse de m'impliquer dans ton histoire si tu veux bien et donc on s'est associés à ce moment-là pour lancer le projet. Ouais. Évidemment, ça fonctionne avec des lois qui sont différentes aux États-Unis et en France. Est-ce que c'était plus souple aux États-Unis? On sait qu'en France, il y a quand même, on imagine en tout cas, peut-être que c'est totalement faux, qu'il y a une forme de monopole des notaires, notamment sur ce genre d'actes. Alors d'abord, en fait, il y a un cadre législatif qui est différent. Effectivement, aux US, en fait, on peut faire n'importe quoi dans un testament, ou on peut faire n'importe quoi de sa succession. En fait, en France, il y a des règles. Si on est marié, il y a une partie de la succession qui va à l'épouse. Dans tous les cas, on ne peut pas déshériter un enfant. Il y a des règles qui sont beaucoup plus strictes ici en France. Mais dans les faits, en fait, quand on regarde, il y a un chiffre qui m'a alerté vraiment, c'est 90% des successions en France se font sans testament. Et donc on se dit, ok, aux US c'est 50, il y a certainement un marché. Et donc voilà, en creusant un petit peu, on a vu que la partie réglementaire, en fait, le testament n'est pas du tout de l'ordre du monopole du notaire. Un testament holographe, tout le monde a le droit de l'écrire, sauf que, comme je le disais au tout début de l'émission, les gens ne savent pas comment écrire un testament. Et puis donc, en fait, nous notre mission, c'est de démocratiser le testament. On veut absolument informer les gens de ce que c'est, pourquoi en faire. L'exemple le plus parlant, c'est celui-ci. Je vous montre un petit flyer qu'on distribue qui marche très bien. C'est que les gens pacsés, en fait, les gens pacsés ne savent pas, pour la plupart, qu'ils ne sont pas protégés. Ils disent oui, j'ai fait un pax, donc voilà, s'il m'arrive quelque chose, il n'y a pas de problème. En fait, si, il y a un problème, parce que si dans un couple pacsé, il y a un décès, c'est la catastrophe totale, notamment quand il y a des problèmes de famille. Donc, nous on s'est aperçu qu'il n'y avait pas ce réflexe en France, et donc notre mission, c'est de démocratiser avec à la fois de l'information compréhensible. C'était vraiment le sujet hyper important. Quand on cherche sur le web, on trouve de tout, on trouve des choses absolument incompréhensibles. Donc on s'est dit, ok, faisons un portail d'infos qui soit clair, compréhensible à tous. Et puis après, on va aller plus loin. On va faire un outil de rédaction de testament qui permet justement de générer un modèle. Une fois qu'on a ce modèle de testament, on le recopie à la main, et c'est ce qu'on appelle un testament holographe. Donc le testament holographe, c'est celui qu'on a fait seul de sa main. Donc là, nous on produit le modèle, vous recopiez le modèle. Et pour aller plus loin dans le service, le modèle, soit vous le gardez seul chez vous, mais c'est pas génial, ça a une valeur juridique déjà, mais sa conservation n'est pas évidente.
soit en fait, nous on allait plus loin dans le service et on travaille avec des notaires qui inscrivent le testament de nos clients dans une base de données nationale des notaires et qui vont les conserver dans des coffres forts selon des standards que nous on leur a proposés, qu'on leur a imposés. On a dit les testaments, c'est un document qui est super important. Beaucoup de testaments sont pas conservés dans des très bonnes conditions. Donc pour bien les conserver, on va imposer des coffres forts, ignifugés, qui répondent aux dernières normes européennes de conservation, parce que s'il y a le feu dans l'étude, il faut que le document il reste intact. Virgile, vous proposez des prix qui sont quand même assez attractifs. Oui, certes. L'objectif, c'est pour déclencher ce réflexe, il faut que les prix soient attirants, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit simple à faire. Et donc les prix, en fait, c'est un élément fondamental sur le web, en sachant que c'est quand même pas l'essentiel de notre discours. Notre discours, c'est faites un testament, faites-le simplement, sans vous déplacer. Parce qu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est que quand on dit à quelqu'un tu es pacsé, sais-tu que tu ne protèges pas ton ou ta partenaire, le réflexe c'est de dire oh je ne savais pas, comment je fais. Et après là commence la galère, avant testamento commençait la galère. Je prends un rendez-vous avec mon notaire, j'ai rendez-vous dans 2-3 semaines, il faut que je prenne mon après-midi. En l'occurrence, le soir même, on se connecte sur le site, on obtient son modèle instantanément, on le recopie à la main, on l'envoie et en quelques heures c'est fait. Donc c'est cette notion de dédramatisation, on le fait vite, on le fait simplement, sur les cas simples. Mais on précise quand même que justement lorsqu'on est dans des cas pour l'instant de familles recomposées par exemple, il y a des impacts assez importants d'un testament. Donc nous on essaye de mettre en garde là-dessus. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'informer au maximum, de déclencher ce réflexe. Oui, parce que là, vous faites un service qui, en fait, ne remet pas en cause fondamentalement le système tel qu'il est aujourd'hui, puisqu'on va finir par regarder ce testament soi-même, mais on a la certitude qu'il est légal, c'est l'intérêt du service que vous proposez, où on va le mettre chez un notaire. D'ailleurs, on se demande pourquoi le mettre chez un notaire, puisque de toute façon, si on l'a fait dans les règles de l'art, finalement, il a une valeur et on peut le garder chez soi. Simplement, si on meurt et qu'on l'a planqué quelque part et que personne ne le sait, c'est plus problématique. Et c'est vraiment là que se situe votre action aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il aujourd'hui, il n'y a pas de rupture juridique qui ferait qu'on pourrait complètement se passer des notaires ou de ce genre de service-là, non ? Non, en fait, moi, je viens du logiciel, et en fait, c'est vraiment le logiciel libre du notariat. C'est-à-dire que le testament, tout le monde a le droit d'en faire, personne ne le sait, ou en tout cas, peu de monde le sait. Et en fait, lorsqu'on essaye de rédiger, on se trompe. Donc, nous, on est parti de ce postulat, et on s'est dit, on va proposer un service qui répond à cette problématique, de faire un testament simplement, et qui est d'une validité juridique, ouais. Est-ce que de façon générale, vous avez le sentiment que... Alors, on parle parfois du business de la mort, c'est un terme qui est absolument horrible, mais en tout cas, est-ce que sur le web, on a aujourd'hui une prise en compte de tout ce qui est lié au business de la mort ? Il faut l'appeler par le nom, on n'a pas d'autre terme pour l'instant. Le testament étant une partie, juste une brique de ce mur-là. Alors, moi, je dirais, oui, c'est le business de la vie avant la mort, en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment d'anticiper et quelque part, ce qui est incroyable, c'est qu'on n'est pas encore ce réflexe. Alors moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger, et donc ça me paraissait quand même normal de faire un testament. Le réflexe n'est pas là, mais donc de façon générale, le business, oui, se porte bien. Les gens commencent à anticiper, et c'est ça tout l'intérêt, c'est de pouvoir anticiper son décès, parce que s'il y a une certitude, c'est qu'on va tous y passer, on sait pas quand, et donc de l'anticiper, c'est une chose qui permet juste d'éviter que ça se passe très mal, encore plus mal que ça ne se passe. Bon, écoutez, donc tous y passer par pour vous, nous c'est pas prévu avec Jennifer personnellement. Non, mais grâce à vous, Virgile, je suis vraiment désolé de vous le dire. J'ai réalisé mon premier testament en ligne sur votre site gratuit. Voilà, je tiens à informer d'ailleurs que donc, mon héritage, si important soit-il, se partagera entre mes parents et ma sœur. Et ce que vous voulez en fait à terme, c'est proposer donc ça à des banques, à des assurances, à des pompes funèbres, en fait, qu'il y ait un vrai service qui soit associé avec ces services-là qui sont dans un autre univers autour de business de la mort. Désolé, j'ai pas trouvé d'autre terme. Donc c'est vraiment ça, c'est que ce soit une couche supplémentaire de service en fait. Oui, en termes de business, l'approche business, elle est de développer cette plateforme testamento.fr. C'est une brique essentielle, évidemment la brique vitrine, pour que on ait vraiment un changement dans la société. On ne pourra pas le faire seul.
Et donc, on est en train de bâtir des accords avec des acteurs majeurs de la banque, de l'assurance et des pompes funèbres pour qu'ils déploient soit en marque grise, ma banque by Testamento, enfin service by Testamento, soit en marque blanche. Donc, une banque vous propose de simplifier ses démarches en ligne. Et donc, l'idée, c'est que on propose justement cette plateforme pour qu'on ne soit pas seul en fait à pousser dans cette direction, parce que effectivement un changement de cette nature, ça ne s'opère pas en 2 jours, et donc le fait de le proposer avec des partenaires, c'est forcément accéléré. Est-ce que vous avez fait un testament, Benjamin? C'est déjà fait ou Pas encore. Pas encore. Merde. Et le métier peut être risqué si je me prends un drone sur la tête, donc je vais y penser. C'est surtout sur votre métier d'avant qui est à une zone. D'ailleurs, on dit toujours qu'il y a du risque dans votre métier d'avant. Je crois que statistiquement, on a bien moins de chances d'avoir un accident d'avion que de voiture en fait, ou de scooter. Et du côté de New York, Ilan, testament ou pas? Si tu me connais, tu sais que c'est pas mon style. Hein. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui doivent faire des testaments. En tout cas, alors moi justement là-dessus, je suis pas d'accord. Attention, on voit une prise de conscience. L'entrepreneur, en fait, de plus en plus, il y a des messages qui passent, notamment. Un entrepreneur qui ne fait pas de contrat de mariage avant de se marier, c'est pas une super idée. Donc c'est le genre de choses qu'il faut prendre en compte. Ça dépend avec qui on se marie. Non, donc c'est vraiment dans l'idée de protéger son patrimoine personnel. Hein. C'est dans cet esprit. C'est pas forcément pour autre chose. Oui, non, mais c'est pas de ça dont on parlait, c'est pas tellement techniquement dont il a parlé, parce qu'évidemment on a bien compris que tant qu'à faire, si on construit quelque chose, on veut le transmettre. C'est l'idée d'un petit peu de prévoir la suite. Quand on est entrepreneur, on a plutôt envie de voir la vie du bon côté que d'envisager des choses un peu négatives aussi, et on a besoin de se pousser vers un instinct de vie. Voilà. Ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre en fait. Quand on regarde, Steve Jobs disait c'est le discours de Harvard, hein, stay hungry, stay foolish, and you're gonna die one day. Enfin, il y a cette notion de vous êtes mortel, donc faites quelque chose de votre vie. Donc, pour moi, justement, être entrepreneur, c'est aussi repousser les limites, si possible, être prévoyant. Je comprends qu'on le soit pas tous, hein, c'est une évidence, mais à mon sens, c'est quelque chose qui va largement se développer. Et notamment parce que ce sera rendu facile. Parce que quand comme je le disais, si on sait que pour mettre en place un testament, il faut s'y prendre 3 mois à l'avance, on ne le fait pas. Si on sait qu'on peut régler ces points-là en quelques minutes, c'est forcément plus facile. Bon, écoutez, on en aura parlé en tout cas. Tous finit par ce genre de sujet dans la vie et dans cette émission, la numéro 2 de la saison numéro 2. En tout cas, merci Virgile. Donc, testamento.fr, on peut aller jeter un coup d'œil là-dessus et savoir comment vraiment le réaliser. Si vous voulez vous acheter un joli drone, mais alors pas un petit truc avec 3 petites hélices, mais vraiment un truc un peu professionnel pour visualiser un petit peu tout votre domaine vu d'en haut. Ça se passe avec Lehman Aviation. Merci à Benjamin Lehman également d'avoir été avec nous depuis Dubaï. Merci Ilan depuis New York. Merci à vous. À bientôt. Bonne chance pour cette levée de Smart Angels. Merci à Ilan. On ne saura rien de plus de la société d'Ilan pour cette émission-là. Je pense qu'un jour ou l'autre, on finira par apprendre quelle est sa nouvelle aventure. Ça ne saurait tarder. On se retrouve bientôt donc pour une nouvelle émission, hein, dans une petite quinzaine de jours. 154. Et 154 pour la Freebox et 178 pour la SFR Box. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. C'est fini. Ciao. Merci à Benjamin Vincent qui a réalisé cette émission comme d'habitude.